Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau Village Semence avec la France agricole. Nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture et ce matin, nous allons parler du glyphosate, cet herbicide qui suscite passion et débat. Depuis l'étude du cirque en 2015 jusqu'à la réhomologation du glyphosate par l'Union européenne en 2017, depuis l'affaire des glyphotests jusqu'aux récentes prises de parole du ministre de l'Agriculture, nous allons essayer de comprendre pourquoi l'opinion publique, politique et médiatique se focalise sur cette molécule. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Ducrot, journaliste à l'opinion et spécialiste des questions agricoles. Bonjour. À ses côtés, Jean-François Narbonne, professeur émérite de toxicologie à l'Université de Bordeaux. Vous avez travaillé dans plusieurs instituts scientifiques, dont l'ANSES. Vous avez aussi été l'expert qui a fait gagner l'agriculteur Paul François dans son... Par ailleurs, vous êtes auteur de plusieurs livres de toxicologie, dont Toxicaffaires, de la dioxine à la vache folle, coécrit avec Noël Mamère. Bonjour professeur. Bonjour. Enfin, François Mandin, agriculteur en Vendée et président de l'APAD, l'association pour la promotion d'une agriculture durable. Vous lancez à l'occasion de ce salon un label pour certifier les fermes engagées dans l'agriculture de conservation des sols. Bonjour François Mandin. Bonjour. Alors, glyphosate, pourquoi se polarise-t-on sur cette molécule? Tout d'abord, je me tourne vers la science, avec vous, professeur. Selon vous, le glyphosate pose-t-il un problème pour la santé publique et celle des agriculteurs? Est-ce aujourd'hui le pesticide le plus dangereux utilisé en France? Alors, il y a trois questions, trois volets dans la question que vous posez. Pourquoi il a suscité depuis quelques années des débats? C'est parce que il a été associé aux OGM, puisque les premières plantes résistantes, le Roundup Ready. Donc ça veut dire que la polémique ou le débat autour des OGM impliquait aussi le débat sur le glyphosate et le Roundup, sur le Roundup. Pourquoi? Parce que justement, c'est des plantes qui résistaient et il fallait mettre des doses. Les plantes résistaient à des doses très élevées. Donc ça veut dire que la culture OGM pour les Roundup Ready là impliquait de fortes doses, puisqu'il fallait tuer toutes les autres plantes et la seule qui continue à pousser c'était celle de. Donc déjà ça impliquait des fortes doses qui n'étaient pas utilisées habituellement avec d'autres herbicides. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'il y avait, je dirais généralement dans le mouvement historique écologique, une forte composante anticapitaliste, donc contre les grands lobbies capitalistes, et évidemment Monsanto qui a fait énormément d'erreurs et dans tous les, on pouvait citer les PCB d'ailleurs, j'ai fait ma thèse là-dessus, etc. De tas de produits chimiques, je dirais, ont provoqué des catastrophes environnementales et sanitaires. Donc je veux dire, c'est facile, c'est habituel de se retourner. C'est la cible préférée de beaucoup de gens et très souvent justifiée. Et en plus, c'est eux qui ont mis les OGM, etc. Donc ça veut dire que c'était l'origine aussi des problèmes. Alors après, la toxicité du produit lui-même. Le gros problème qu'on a en France, c'est qu'on parle du glyphosate, alors que les procès, vous avez parlé des procès d'agriculteurs ou de jardiniers aux États-Unis, c'est contre le Roundup. C'est-à-dire que la partie la plus toxique, c'est le produit technique et c'est pas forcément la substance active. Donc les cancers que l'on a vus chez certains agriculteurs, en particulier dans les pays à OGM, où on utilise même sans contrôle les produits, et qui entraînent des pollutions multiples, environnementales pour la population aussi, c'est le Roundup. Et aujourd'hui, on sait, parce qu'il y a eu des expertises nombreuses, que c'est les solvants et les adjuvants qui sont les produits les plus toxiques. Il faut savoir que le Roundup lui-même donc, est 20 fois plus toxique que le glyphosate tout seul. Donc en fait, ce qui est redoutable en toxicité, c'est le mélange. Et les procès se gagnent contre le fabricant du produit technique. Et d'ailleurs, vous citiez Paul François. Paul François, dans l'expertise, il a été victime du solvant. Il n'a pas été victime de la matière active. Donc voilà. Et alors ça, c'est aussi un problème pour les agriculteurs. C'est-à-dire que bien qu'ils utilisent différents produits, matières actives différentes,
Des fois, c'est le même formulat. Ça veut dire qu'en fait, ce qui est commun à plusieurs produits, c'est les solvants qui sont utilisés. D'où certains problèmes qu'on peut avoir qui ne viennent pas spécifiquement de tel ou tel produit, mais qui viennent de l'ensemble des produits, parce qu'on respire, c'est un peu comme si vous respiriez du benzène ou des choses comme ça. Voilà. Et alors que le benzène peut dissoudre des tas de produits, mais ce qui va vous faire mal à la tête, avoir des comas et tout ça, c'est le benzène. D'accord. François Andin, vous êtes agriculteur en Vendée et vous utilisez du glyphosate. À quelle dose, quelle fréquence et pourquoi vous faites cela? Alors oui, effectivement, je suis agriculteur en Vendée depuis 30 ans et je pratique l'agriculture de conservation des sols depuis plus de 25 ans. Pour pouvoir contrôler l'enherbement dans tous les systèmes agricoles, il faut des outils. Et pour moi, les désherbants, ça fait partie des outils, on en utilise, mais on essaye d'utiliser tout un tas d'outils différents pour pouvoir réduire l'usage de ces outils spécifiques. Donc c'est quelque chose d'important pour nous. On utilise chez nous, en France, le glyphosate que sur des terrains où il n'y a pas de culture qu'on va récolter. C'est la première des choses. C'est toujours avant le semis des cultures. C'est une grosse différence par rapport à un usage dans le cadre des OGM. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut rappeler. Et les moyennes d'utilisation aujourd'hui dans les réseaux de l'agriculture de conservation des sols, c'est autour de 2 à 3 litres. En ayant, avec le travail qu'on porte collectivement, la capacité de réduire, et on le voit aujourd'hui, et c'est le travail qu'on porte collectivement, c'est à la fois tout faire pour que le glyphosate, mais pour nous, c'est pas le sujet. L'important, c'est de contrôler l'enherbement d'une façon efficace dans le cadre d'une rotation de culture. Et le glyphosate, aujourd'hui, c'est un élément qui est mis sur la table, qui est très utile parce qu'il n'y a pas d'autres désherbants entre cultures. Il n'y en a pas d'autres. Mais la question pour nous, c'est de ne pas le remplacer par des produits qu'on mettrait pendant la culture qui pourraient avoir un impact qu'on n'est pas capable de juger. Et je voulais rappeler une chose, je suis très heureux d'être là et que ça soit un spécialiste, des scientifiques qui parlent du sujet du glyphosate. Parce que moi, agriculteur, quand on m'interroge, je n'ai pas de compétences pour dire est-ce qu'un produit est dangereux ou pas. Par contre, j'ai l'obligation de l'utiliser dans des cadres qui sont cohérents avec les objectifs à la fois de production et environnementalement. D'accord. Emmanuel Ducrot, au fond, pourquoi ce produit fait-il si peur dans l'opinion publique ? Ce produit fait peur parce qu'il est un symbole. Ce produit a été utilisé comme un symbole. Je pense que le professeur Narbonne a souligné la composante anticapitaliste de la lutte contre Monsanto. Le glyphosate est une des composantes de cette lutte anticapitaliste contre Monsanto. Il a été clairement utilisé, le glyphosate, pour faire peur. Et je pense que le débat sur ce produit a été complètement confisqué. Et la raison pour laquelle je m'y suis intéressée, c'est parce que je veux bien qu'on parle d'agronomie, je veux bien qu'on parle d'économie, je veux bien qu'on parle de philosophie, de politique et de politique agricole et agroalimentaire. Mais quand un certain nombre de composants, disons politiques, se sont rendus compte que ces arguments n'étaient pas suffisants dans l'opinion publique, ils ont choisi de traîner le débat sur le domaine de la peur. Et la raison pour laquelle je me suis insurgée journalistiquement, c'est que je pense qu'on n'a pas fait notre travail sur ce sujet-là. On s'est laissé complètement embarquer par cette histoire de peur et on a refusé simplement de voir les faits et les évidences scientifiques. On n'a pas placé le débat tout simplement sur le bon terrain, le terrain scientifique, le terrain économique et le terrain de la stratégie agricole et agroalimentaire. Merci. Professeur, on a vu beaucoup d'attaques proférées contre l'intégrité scientifique des agences sanitaires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez travaillé dedans? Et est-ce que vous avez été témoin vous-même de pression, de lobby sur la conclusion de vos rapports scientifiques? Alors, tout d'abord, la polémique, elle est fausse, la polémique. Parce que tout le monde est d'accord. Mais on ne parle pas des mêmes choses. Par exemple, moi j'ai travaillé aussi à l'IARC, la recherche sur le cancer international. J'ai fait des monographies là-dessus, donc je sais comment on travaille. Et j'ai travaillé à l'agence française, à l'agence européenne, donc je sais comment les gens travaillent. Ils ont dit la même chose. Qu'est-ce qu'a dit l'agence IARC, de recherche sur le cancer? Elle n'est pas chargée de la gestion des risques. Elle parle des dangers. Et elle a dit le glyphosate et les produits à base de glyphosate ont des potentiels cancérigènes, puisqu'on peut avoir des cancers chez les animaux. Et puis on a observé, comme je l'ai dit, chez certains agriculteurs, dans certains usages, des lymphomes non-Hodgkiniens, etc. Donc c'est clair. Et le rôle de l'IARC, c'est de casser les choses. Qu'est-ce que disent les autres agences, les agences européennes?
elles disent, dans les conditions d'usage, il n'y a pas de risque, parce que tout pesticide, c'est fait pour tuer du vivant, qu'on tue des herbes, qu'on tue des champignons ou qu'on tue des insectes, donc c'est des dangers. Quand vous utilisez de l'eau de Javel, c'est un danger. Évidemment, ça nettoie la table, mais si vous la buvez, ça vous nettoie le tube digestif. Bon, donc c'est des dangers. Après, le problème, c'est dans l'usage qu'on en a, est-ce qu'il y a des risques pour la santé? Voilà. Et ça, c'est autre chose. Et donc, il n'y a pas de contradiction entre classer un produit en disant, dans des conditions certaines extrêmes, il peut donner des cancers, et c'est le rôle de l'IARC de classer ces produits, et c'est le rôle des agences qui regardent les usages. Parce que dans l'agence internationale, on ne regarde pas les usages, on regarde que la molécule elle-même. Dans le cadre des usages qui sont donnés, d'ailleurs, les agences donnent des règlements avec des valeurs limites, avec un tas de choses, et dit dans ces conditions-là, il n'y a pas de risque. Donc, où est la contradiction? Sauf à confondre danger et risque. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se dit dans les milieux médiatiques? Il y a une contradiction entre l'agence internationale qui dit que c'est cancérigène et les agences européennes et nationales qui disent qu'il n'y a pas de problème. On n'a jamais dit que c'était pas toxique. La preuve, c'est qu'il y a des valeurs de limite de toxicité qu'on appelle les doses journalières admissibles. Voilà. Donc, le débat est faussement utilisé. D'abord parce qu'on parle de danger et de risque sans différencier les deux. Une agence qui est chargée des dangers a étiqueté le danger, l'autre agence étiquette les risques. Et c'est pas la même chose. Alors, en général, les gens les confondent. Deuxièmement, est-ce qu'on parle de la substance utilisée par l'agriculteur, c'est-à-dire la substance technique, avec les solvants? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces produits, en particulier herbicides, ne rentrent pas dans la plante. Et pour leur faire avoir leur action métabolique dans la plante, bloquer des synthèses, eh bien, il faut faire rentrer le produit. Et pour le faire rentrer, on va utiliser des solvants et des tensioactifs, des adjuvants, qui vont casser la membrane. Donc, ils sont extrêmement corrosifs, je veux dire. Et donc, une fois que le produit fait pénétrer dans la membrane, et alors effectivement, ce produit, quand on l'utilise avec ces détergents puissants, il est beaucoup plus toxique que la matière active toute seule. Donc, si vous testez le produit tout seul, et c'est pour ça que des fois, il y a des effets contradictoires dans les publications, parce que certains ont utilisé des formules et d'autres ont utilisé la matière active. Alors on a des résultats apparemment contradictoires, sauf qu'il faut regarder avec quel solvant ils ont utilisé. Voilà. Donc, pour vous donner une idée de la toxicité des produits, pourquoi on parle aussi du glyphosate ou des Roundup? C'est parce que on a interdit tous les autres herbicides. C'est le dernier qui reste. Alors, et là, effectivement, comme d'un côté, il a été massivement utilisé parce qu'il faut savoir que quand Monsanto l'a homologué, c'était pour le vendre. Parce que le brevet a été déposé en 74 et en 94, c'était fini. Donc tout le monde peut fabriquer du glyphosate dans le monde. Monsanto, voulant garder l'exclusivité de son produit pour continuer, a dit je vais vendre le produit associé à la plante qui résiste. Donc il a vendu à l'agriculteur le package, plus du tout parce qu'il ne gagnait plus d'argent sur le glyphosate. Donc il a fallu avoir un système pour rester captif. Et il a vendu la plante. Et c'est là où il y a eu les premiers OGM qui n'étaient pas faits pour nourrir le monde, qui étaient faits pour continuer à avoir une exclusivité par Monsanto. C'est ça qu'il faut regarder. Alors, le dernier point, et il y avait encore, je crois, hier, dans Le Monde, un article, il y a écrit, on parle du glyphosate, et la première chose, on parle des procès aux États-Unis contre le Roundup. Donc, partout dans le monde, quand il y a un problème sanitaire d'usage déficient, on dit c'est le Roundup, et d'ailleurs l'indemnisation, voilà. Et je vous dis, pour Paul François, ça a été la même chose, c'est le solvant qui a été, pour l'essentiel, des effets toxiques. Donc on a cette capacité en France de changer les mots, de jouer sur les mots, ce qui permet d'entretenir des polémiques. D'accord, merci professeur. Je vais vous proposer maintenant de regarder le témoignage de deux agriculteurs qui cultivent du blé sous couvert de luzerne dans l'Oise et qui utilisent pour cela du glyphosate. Alors l'idée c'est de laisser la luzerne pendant 3 ans et dessus refaire un blé, donc essayer de faire 2 blés de luzerne derrière celui-là. Ça permet déjà d'aller casser les cycles, ramener de la biodiversité. On est souvent dans ces régions-là avec des rotations très serrées en céréales colza. Ça permet d'enrichir en azote le sol. La luzerne permet d'avoir une couverture du sol
toute l'année, puisque même entre les cultures, la luzerne va repousser. Jusqu'au semis, on fait des fauches ou des broyages pour nettoyer, stimuler, éviter les montées à graines des adventices, quoi. Et après, au moment du semis, on fait donc le semis du blé avec un désherbage d'automne et une dose de glyphosate, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, on a encore le droche. Alors François Mandin, on vient de voir un système qui semble vertueux mais qui utilise du glyphosate. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je suis très heureux, j'avais pas vu ce petit reportage. Ce sont des agriculteurs qui sont dans des réseaux de Picardie qui participent à notre réseau national. Parce que la particularité de ce qu'ils ont montré, c'est donc c'est un exemple d'action dans le cadre de l'agriculture de conservation des sols. Eh bien, ces agriculteurs se retrouvent ensemble pour essayer d'améliorer ces pratiques-là, pour concourir, comme il a été dit, à la fois améliorer l'acte de production agricole, tout en le reliant aux enjeux environnementaux. Parce que là, l'exemple luzerne et blé, c'est on charge le sol en azote grâce à la luzerne et on a un couvert permanent qui permet d'obtenir des résultats environnementaux extrêmement intéressants concernant la réduction de l'érosion, les problèmes de qualité d'eau. Et c'est vraiment ce concept que porte l'agriculture de conservation des sols, pouvoir obtenir des résultats environnementaux très puissants sur l'augmentation de la matière organique, donc le carbone, sur la diversité, la biodiversité dans les sols et sur la qualité d'eau. Et donc, c'est cette combinaison, tout en l'associant à un acte de production élevé, parce que moi, mon métier, c'est de produire pour le bien commun, et en même temps, et là, c'est vraiment, on va dire, l'agriculture de demain, qui doit relier cet acte de production à la protection environnementale. Et c'est le cœur de l'engagement de ces agriculteurs partout en France autour de ces nouvelles pratiques. Emmanuel Ducrot, donc le professeur vient de nous dire que le glyphosate n'était pas le produit le plus dangereux. Pourquoi les politiques veulent l'interdire ? Pourquoi autant d'associations se battent pour ça ? Parce qu'en France, on a une sale habitude de se laisser un peu manipuler par la peur, encore une fois, et on a fait un gros paquet des pesticides, sans jamais expliquer qu'on parlait de produits qui sont très différents, qui ont des cas d'usage très différents, qui ont des profils toxicologiques très différents. Et pour moi, le glyphosate, c'est le premier coin dans un système qui vise à détruire complètement une forme d'agriculture dont on peut penser ce qu'on veut. Après, chacun est absolument libre de penser ce qu'il veut. Mais c'est assez malhonnête d'en faire une sorte de paravent, un paravent face à une forme d'agriculture. On a instauré dans l'idée des gens que les plantes peuvent se débrouiller toutes seules, qu'elles n'ont pas besoin qu'on les protège, qu'elles n'ont pas besoin qu'on les protège contre les maladies, ce qui revient quand même à nous protéger, nous, humains, contre les maladies des plantes, la plupart du temps aussi. Le glyphosate est vraiment un symbole. Et en fait, pour les gens, le glyphosate, c'est Monsanto. Qu'il soit tombé dans le domaine public il y a 20 ans, aucun problème. Enfin, tout le monde s'en fiche. On lit ça aux OGM, que je rappelle, on ne cultive pas en Europe. Donc en fait, on a branché des prises de peur sur ce sujet-là. Et tout le monde raconte absolument n'importe quoi. Et on se soucie absolument pas de la manière dont on l'utilise ici en Europe, de la manière dont il est évalué ici en Europe. Et ça fait un débat qui est complètement faussé. D'accord. Je pourrais même rajouter, ça a créé sur le territoire, avec nos concitoyens, des réactions de peur dans nos pratiques. Et ça, c'est vraiment un souci qu'on a permanent sur les territoires. Et le travail qu'on a à faire, nous, agriculteurs, au sein des réseaux d'agriculteurs, c'est aussi d'expliquer à nos concitoyens mon travail, c'est de contrôler l'état sanitaire de mes cultures ou de mes animaux. Tout le monde peut le comprendre, c'est mon métier. Et les outils que j'utilise, elles ont, comme l'a dit le professeur, elles ont des avantages, des inconvénients et des risques. Et il nous semble très important d'expliquer le bénéfice et le risque. Parce que toute action humaine a un risque. Alors, l'enjeu, c'est les scientifiques jugent le risque sur les produits, ça a été dit. Et nous, agriculteurs, on essaye d'équilibrer, d'être dans cet équilibre entre l'obligation de protection de ce qu'on produit dans l'état sanitaire. Madame Ducrot l'a dit, quand on protège une plante, on protège l'état sanitaire de la graine qui va en sortir. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'éléments naturels qui sont là dangereux et à risque pour la consommation humaine. C'est notre travail. Et aujourd'hui, nos réseaux d'agriculteurs souhaitent porter la parole envers les concitoyens pour essayer de montrer qu'on peut relier agriculture productive, efficace en termes de qualité et de quantité, et une efficacité extraordinaire pour le milieu, pour l'environnement et pour l'avenir. Merci.
Professeur, finalement, est-ce qu'on ne se tromperait pas de cible avec le glyphosate? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres pesticides plus dangereux à interdire et le glyphosate à garder pour les agriculteurs? Alors, les pesticides les plus dangereux, on les a déjà interdits. Je pense par exemple à l'atrazine avant. Et d'autres, alors insecticides. Le glyphosate, c'est de toute la liste que j'ai là, c'est le moins toxique de tous. C'est quand même assez par hasard. Je parle du glyphosate, je parle pas du Roundup. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en 2016, on a interdit les solvants les plus dangereux. On a sorti de 132 préparations les solvants qui est la taloamine, qui était dans le Roundup, la partie vraiment de très loin la plus toxique. Donc aujourd'hui, même si on vous vend du nouveau Roundup, etc., le solvant incriminé dans le Roundup Ready de Monsanto de l'époque, il n'y est plus. C'est plus du tout le même problème. Alors on dit oui, il y a toujours du glyphosate, mais il n'y a plus le produit le plus toxique dans le Roundup. Et on parle bien du Roundup. Alors la chose qui est très importante, c'est le bénéfice-risque. Parce que nous, on interdit. Mais qu'est-ce qu'on fait à la place ? Qu'est-ce qu'on fait? Or, ce qui est très important, c'est qu'en France, c'est dans l'interculture qu'on l'apprend. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on désherbe? Parce que si vous semez du blé, vous avez les mauvaises herbes qui poussent en même temps. Après, vous récoltez soit les mauvaises herbes, soit le blé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait traditionnellement? On laboure. C'est-à-dire, vous prenez la terre, vous la retournez. Donc, les mauvaises herbes qui sont à la surface vont être sous-sol et ne pourront plus pousser. Et après, vous semez le blé qui va pousser plus vite que les mauvaises herbes. Et il faudra une saison, 2 ou 3, pour que de nouveau, les mauvaises herbes envahissent le champ. Donc, c'est ça. Et avec la culture intensive, on a fait des sillons de plus en plus profonds, qui a porté atteinte au sol, parce que c'est la partie la plus productive de la surface du sol que l'on met en sous-sol, en fait. Et donc, le sol est très agressé par les rues, surtout quand on a des grosses charrues multisocs avec des poids et qui font des sillons énormes. Donc, qu'est-ce qu'on a inventé, les agriculteurs, pour garder, préserver les sols? La culture sans labour. C'est-à-dire, on ne laboure plus. Et donc, à ce moment-là, on laisse la couverture sur le sol, sauf que il faut, avant qu'on ressème, donner un coup de désherbant voilà. Donc, ça veut dire que cette technique sans labour a été faite pour préserver les sols et avoir des techniques agricoles améliorées dans le plan de l'environnement. Si vous supprimez le seul désherbant qui reste, eh bien, à l'interculture, vous allez refaire les labours. Et alors, on calcule aussi combien de litres de gasoil il faut pour désherber à la place. Et voilà, donc il y a tout un calcul. Pour vous donner un autre exemple, d'abord, il faut dire que l'agriculture bio n'est pas sans pesticides. Le cuivre, qui est la bouillie bordelaise utilisée, est beaucoup plus toxique que le glyphosate. Ça, il faut quand même le dire. Si vous regardez en dangerosité, il n'y a pas photo entre les deux. Et il y a d'autres produits. Bon, ça, c'est un mensonge de dire que l'agriculture bio, il n'y a pas de pesticides. Si, il n'y a pas de pesticides de synthèse. Donc, il y a des tas d'autres produits qui sont utilisés. Alors, c'est bien, c'est vertueux, le bio. Mais il ne faut pas dire, c'est pas du tout. Nous, on n'utilise rien. C'est pas vrai. L'autre chose, dans l'exemple, quand on a interdit l'atrazine, qui était un très puissant désherbant, bien, même quand on a mis du glyphosate, on a vu certaines mauvaises herbes revenir. Parce que l'atrazine les tuait, et je pense au datura en particulier, que l'on retrouve maintenant dans les champs, y compris avec les herbicides aujourd'hui, parce que l'atrazine tuait le datura. Et le datura, c'est un alcaloïde mortel à très faible dose. Et d'ailleurs, les agriculteurs sont hantés par le fait que dans leur boîte de petits pois, ils vont trouver du datura. Voilà. Alors, il faut voir que quand on interdit une molécule, ok, mais qu'est-ce qu'on met à la place et quels sont les inconvénients? Dernier point. Alors, je reparlerai des lobbies parce que j'ai pas parlé, mais il faut y tenir. J'y tiens tout à l'heure. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a interdit. Il y avait plus de 1000 molécules actives. Il y en a plus que 350. C'est-à-dire que les outils dont on parle chimiques pour traiter certains produits, certaines cultures, il n'y en a plus. Et là, on a des problèmes, et c'est pour ça qu'il y a des dérogations, parce que en fonction de climat, il peut y avoir des atteintes de ravageurs où il n'y a plus de molécules autorisées actives. Donc, on fait une dérogation pour utiliser anciennes molécules que l'on connaît, que l'on peut suivre, dont on peut suivre les usages limités. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a des dérogations et que des fois, on ne peut pas faire autrement que de les utiliser. Alors, évidemment, toute l'agriculture. Le dernier point, à l'ANSES... En quelques mots, parce qu'on arrive à la fin des minutes. Ouais, mais à l'ANSES, on a suivi pendant plusieurs années la quantité de résidus de pesticides dans les aliments. Les produits issus de l'agriculture française, en 3 ans, avaient diminué de 11%. C'est-à-dire la quantité de résidus dans les céréales, les fruits et légumes, avait diminué de 11%. Les produits achetés sur le marché français, le taux de pesticides avait augmenté de 25%.
parce que avec la concurrence des prix, plus vous faites des produits français de bonne qualité dans de bonnes conditions qui sont plus chers, on va importer des produits de l'extérieur qui utilisent encore les anciens produits. Et donc, les produits qu'on achetait en France, il y avait plus, en 3 ans, plus 25% de résidus de pesticides, alors que les produits issus de l'agriculture française avaient moins 11% du fait des efforts considérables que font les agriculteurs pour limiter leur emploi. Donc, si on donnait les vrais chiffres aux gens, qu'on leur donnait réellement les choses, voilà. Et quant au lobby, les lobbies, ils s'exercent sur les politiques, sur les experts. Moi, je peux vous dire, j'ai 28 ans d'expertise dans des agences partout. Je n'ai jamais vu sur des scientifiques publics, parce que nous, c'est des gens de l'INRA, du CNRS, etc. Où sont les lobbies? Vous savez, si on avait voulu gagner de l'argent, on ne serait pas au CNRS ou on ne serait pas professeur à l'université. Il y a longtemps qu'on serait employé des toxicologues dans les unités pharmaceutiques ou autre chose. Donc dire qu'il y a des lobbies d'argent sur les experts des agences, tout ça, moi je peux vous dire, je ne l'ai jamais vu. Par contre, qu'il y ait des... Quand on a un règlement européen ou des choses comme ça, pour importer des produits du Canada ou d'ailleurs, hein, là, il y a des lobbies. Et alors, justement, les politiques sont intéressés de dire les lobbies, c'est pas nous, c'est les autres, pour qu'ils se déchargent de la question. Merci, professeur. Un mot pour conclure, Emmanuel Ducrot. Je voulais dire que quand on a pris la décision politique et sous la pression de certains lobbies justement d'interdire le glyphosate, on s'est exposé à des effets boomerang qu'on n'a absolument pas évalués. On s'est privé de techniques d'agriculture de conservation des sols potentiellement parce que visiblement il y aura des dérogations pour ces pratiques sur les usages du glyphosate. Je voudrais attirer l'attention sur le cas de la SNCF, qui est un des plus gros acheteurs de glyphosate en France, qui l'utilise pas pour le plaisir d'avoir des voies très jolies, mais tout simplement pour des questions de sécurité. Parce que les racines des plantes, ça déstabilise les voies et ça fait dérailler les trains. Donc à la SNCF, on est obligé de désherber les voies et on n'a pas d'alternative. Alors on est en train de tester des solutions totalement délirantes, avec de l'eau chaude qui tue pour le coup totalement toute la biodiversité, avec des solutions salines, je vous explique pas pour l'état des sols. On est en train de tester des choses avec de l'acide pélargonique qui est un puissant irritant. On ne peut pas retourner sur les voies pendant 3 jours. Donc en fait, les solutions alternatives à l'interdiction de ce produit totalement symbolique sont dévastatrices pour l'environnement. Et donc, moi, je pose la question de l'évaluation de la décision politique quand elle échappe à toute évaluation scientifique. D'accord, merci. Merci pour vos témoignages, Emmanuel Ducrot, professeur Narbonne, François Mandin, qui nous ont permis de remettre un peu plus de rationnel dans ce débat si passionnel. Je rappelle qu'on retrouve cette émission sur le site de la franceagricole.fr. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à tous et bon salon.